Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Si vous étiez des nôtres vendredi, vous avez vu ces deux jeunes qui se sont assis avec moi pour nous parler de leur initiative. Alors, Grace Brocha et Abraham Brocha, là, je me souviens pas des âges, mais je pense que c'était 8-9 ans, puis lui avait l'air d'avoir 5-6 ans. Là. Du jeune monde, là, quand je dis jeune, là, pour le vrai. Ils étaient à Halifax. Papa et la famille étaient à Halifax et ils ont participé à un événement qui s'appelait 100 enfants d'Ottawa. Et puis, ça l'a tellement marqué que là, le papa s'est fait déménager ici parce qu'il est militaire. Elle a réalisé que ça n'existe pas à Ottawa. Alors, elle s'est dit, dans son jeune âge de 9 ans à peu près, ben, sais-tu quoi, ça prend ça à Ottawa. Alors, elle a parti, il y a une page Facebook, on peut les trouver sur Twitter aussi, ça s'appelle 100 enfants d'Ottawa. Alors, elle est vraiment la fondatrice, si on veut, du mouvement Ottawa. L'idée, c'est, on apprend aux jeunes qui ne sont jamais trop jeunes pour changer le monde et pour apporter une différence importante. Alors, les jeunes se réunissent, ce sera le 22 mars à l'Hôtel de Ville. Si tu as de 6 à 16 ans, tu peux y participer. Je crois que tu dois t'inscrire. Ça aussi, il me semble qu'elle avait dit ça. Vous pouvez trouver ça sur leur page Facebook, 100 enfants d'Ottawa. C'est bilingue. Alors, les enfants arrivent. Ils ont chacun un 10 $ dans la main. 3 jeunes vont présenter 3 charités. Il y aura un petit discours, expliquer la charité en question. Il y en aura 3. Et ensuite, les jeunes votent. Vote pour la charité qui mérite tous les 10 $ que les enfants ont apportés. Et là, boum, on donne les sous à cette charité-là. Alors, les enfants ont l'impression qu'ils aident, ils apprennent, ils vont pouvoir apprendre au sujet des charités, des gens dans notre région. Alors, elle s'est mise en tête, là, elle et son petit frère, qu'ils allaient amener ça ici à Ottawa. Elle espère qu'ils vont pouvoir avoir un grand nombre de personnes. C'est quelque chose qu'ils veulent essayer de faire 4 fois par année. Ici à Ottawa. Et à chaque fois, ils vont présenter 3 organisations, 3 organismes à qui on peut donner ses sous. Et puis, c'est fait par le vote. Alors, qui méritera le don? Alors, ça se passe le 22 mars. Je vous invite à aller visiter leur page Facebook. Je les ai aussi trouvés sur Twitter hier. 100 enfants d'Ottawa. Si vous avez des jeunes à la maison, c'est vraiment, je pense, une expérience importante, peut-être même marquante, à savoir qu'avec le 10 $ qu'ils ont dans leurs mains, ils vont pouvoir peut-être apporter de l'aide à une famille, à une organisation, à un organisme qui le mérite dans notre ville à nous. Alors, félicitations, Grace et ton petit frère Abraham. C'est vraiment bien que vous faites ça ensemble. Alors, voilà ce qui se passe. Maintenant, vous vous souvenez, on a parlé de Moonfruits récemment. Moonfruits, un duo extraordinaire, musique. Après le Manitoba et l'Alberta, le duo Moonfruits est de retour pour la suite de leur tournée pan-canadienne avec de nouvelles dates en Ontario. Alors, au 9 mars, ils étaient à Timmins. Le 10 mars, ils étaient à North Bay. Et là, le 29 mars, ils seront à Kingston. Depuis le succès du lancement de leur 2e album, Sainte quelque part, j'adore ce nom, paru en mai 2017, le duo Moonfruits, alors c'est Caitlin et Alex, n'a cessé de charmer le public avec plus de 80 spectacles offerts au courant de la dernière année. Après une tournée conjointe avec le groupe Georgian Bay à travers l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick, la route de Moonfruits s'est d'ailleurs poursuivie jusqu'en Colombie-Britannique l'été dernier et tout récemment en France, à Nantes, où il faisait partie en janvier de la délégation officielle canadienne lors du BIS de Nantes, un événement de démarchage européenne. Au cours des derniers mois, le petit village de Sainte-quelque-part, né dans l'imaginaire de ce duo, a continué à vivre, tout comme les personnages qui l'habitent et les histoires qu'il nous raconte. Alors, c'est un univers folk aux harmonies envoûtantes. De nouvelles chansons ont vu le jour et le spectacle désormais bilingue, alors les 2 langues, a évolué, s'est enrichi pour offrir aux spectateurs une expérience complètement immersée dans un imaginaire aux valeurs universelles. C'est comme ça qu'ils le décrivent. Moonfruits, c'est folk, c'est un peu théâtre, c'est un peu art de la parole. Ils partagent un peu leur humour, la délicatesse de savoureuses chansons et des histoires. Et tout ça se mêle les uns avec les autres. Alors, des dates à retenir. Alors, c'est une tournée hivernale qu'ils appellent. Est-ce que c'est aujourd'hui le printemps ou c'est demain? C'est le dernier jour d'hiver aujourd'hui, alors, hein? Tournée hivernale. Après ça, c'est une tournée du printemps, je dis. Alors, ils sont sur les routes de l'Ontario.
Ils étaient dans les prairies canadiennes. Là, maintenant, ils reviennent ici. Alors, j'ai dit le 8, 9, 10 à North Bay, 22 Montréal. Alors, le 22 mars, ils seront à Montréal. 23 mars, ils reviennent à Ottawa. 24 mars, Sudbury. 29 mars, Kingston. 6 avril, Montréal encore. Alors, il y a plein de choses qui se passent avec Moonfruits. Je vous invite, ils ont une belle page Facebook, même un site web. Alors, si vous écrivez Moonfruits sur votre ordi, vous allez savoir où ils sont et comment vous procurer des billets. Ça vaut vraiment la peine. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. 2 livres, 2 super beaux livres. On a les auteurs de lui et de lui. Alors, nous allons discuter avec auteur Michel Guittard au sujet de son nouveau livre, Le quartier du musée. Et ensuite, Anne Gilbert au sujet de son livre Ottawa, lieu de vie en français. Nous allons aussi parler avec Claude-André Bonnier. Elle est une stagiaire ici. Elle va nous parler de son expérience au Collège La Cité et d'un projet qui s'appelle Épelle-moi. Ensuite, nous accueillons René Villeneuve et Josée Brittany-Mallet. Vous savez, il y a toujours plein de choses qui se passent au Musée des Beaux-Arts. Ils vont nous en donner tous les détails immédiatement après la pause. Alors, restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, ben, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette semaine, à Nathan parle avec notre esthéticienne Rachel Proumicman. On parle de l'épilation, son histoire, sa place dans notre vie et un peu de comment s'y prendre. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le Musée des Beaux-Arts du Canada, il y a toujours des choses qui se passent et toujours des choses neuves. Alors aujourd'hui, Josée Brittany-Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada nous parle de la programmation 2018. Absolument. C'est excitant quand on entend ça. Nous sommes extrêmement emballés cette année encore. On propose une série d'expositions absolument magnifiques et nous en proposons 12 qui mettent à l'honneur la peinture, la photographie, le dessin, la vidéo, l'installation et même l'expérience de réalité augmentée. Wow. Donc, oui. Ça nous rappelle que le musée est toujours en mouvement. Il y a toujours des changements. Alors, les gens n'ont pas besoin de s'inquiéter d'aller visiter au mois de mars, puis dire, je devrais pas, je viens juste d'y aller. Il y a toujours des choses neuves. On propose constamment de nouvelles expositions. Nos conservateurs travaillent plusieurs années d'avance, jusqu'à 5 ans à l'avance, pour préparer des grandes expositions. Et donc, par exemple, cet été, nous allons avoir 3 expositions importantes, dont l'une va être consacrée aux impressionnistes français. Je vous en parlerai un peu plus tard. D'accord. Et puis, également, vous allez recevoir dans quelques instants notre spécialiste de l'art ancien canadien, René Villeneuve, qui, lui, va venir vous parler de son exposition consacrée au maître orfèvre Laurent Amyot, qui prend l'affiche cet été aussi. Puis, nous aurons aussi de la photographie cet été. Et plus tard, cet automne, également, des belles expositions, entre autres, pour la première fois en 40 ans, sur l'œuvre de
Paul Klee, qui était un Suisse allemand. Dans les années 30, 40, il était très actif. Une très belle exposition d'aquarelles, rarement exposées en raison de leur fragilité. Donc ça, c'est l'automne prochain. On aura également l'automne prochain une exposition du grand photographe très connu, Edward Burtynsky, qui va prendre l'affiche cet automne. Puis un photographe de ce qu'on... C'est un Canadien, un Ontarien, mais qui a une réputation, qui jouit d'une réputation internationale, mondiale, et qui s'attarde beaucoup au phénomène de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. C'est ça. Donc, super intéressant. Très intéressant. Donc, c'est un petit avantage. Un petit avantage, aperçu. Oui, un avant-goût, si on veut, de un avant-goût. On peut voir. C'est ça. Et puis là, j'aimerais m'attarder sur Trésor impressionniste, la collection Odrupgaard, qui prend l'affiche le 18 mai prochain. Alors, c'est une exclusivité canadienne. C'est une chance unique de venir voir une collection qui est l'une des plus belles en Europe. C'est ça qu'on voit. Oui, là, je vous ai apporté quelques images. On dit que c'est l'un des trésors les mieux gardés d'Europe. C'est une collection qui a été assemblée par un couple d'amoureux des arts visuels. C'est un couple de Danois de Copenhague, au Danemark, et qui, ont construit cette collection qui regroupe des œuvres de grands maîtres français de la période post-impressionniste, impressionniste, mais aussi des grands mouvements qui ont précédé ceux-là, et aussi des œuvres d'artistes danois très réputés. Donc, nous en présentons une sélection qui est absolument spectaculaire. Et en exclusivité en plus. Oui, alors c'est une chance unique, elles n'iront pas ailleurs. C'est qu'en fait, le musée d'Odrupgaard est présentement en rénovation. Donc, la directrice a proposé à différentes institutions la possibilité de les montrer. C'est nous, au Musée des Beaux-Arts du Canada, qui avons la chance de le faire pour le Canada. C'est ça. Génial. Oui, alors c'est une exposition qui nous arrive de Paris. Elle a fait un arrêt à Paris. C'est un voyage dans l'évolution de l'art en France du 19e siècle jusqu'au début du 20e. Et puis, on présente plusieurs œuvres, au moins une de chacun des grands maîtres. Par exemple, il y aura un exemplaire des Baigneuses de Cézanne. Il y aura un portrait d'une jeune femme de Gauguin. Il va y avoir des paysages lumineux de Corot, Sisley, Monet, donc, ou encore des natures mortes de Manet et puis de Matisse. Donc, les gens qui sont familiers avec les impressionnistes, ils vont être comblés par cette exposition qui est vraiment magnifique. Et puis aussi, on va présenter des œuvres de 3 peintres femmes. C'était rarissime à l'époque que les femmes se lançaient dans la peinture. Donc, nous aurons 2 portraits réalisés par la peintre Berthe Morisot et aussi un portrait réalisé par la peintre Eva González, qui, elle, était une étudiante de Manet. Donc, en tout, on parle de 60 tableaux, chefs-d'œuvre de grands maîtres français. À cela s'ajoutent 16 tableaux d'artistes danois très connus, dont Willem Hammershøi, dont le musée a fait l'acquisition d'un tableau très récemment, qui est dans nos salles de la collection nationale. Ensuite, donc cet été toujours, l'espace d'un instant, 50 ans de collectionnement de photographies. Et ça aussi, c'est une exposition, c'est l'une des 5 expositions organisées par l'Institut canadien de la photographie. J'adore la photographie. Mais là, vous allez être vraiment ravis parce que c'est une exposition qui rend hommage aux personnes, aux pionniers du musée qui, à l'époque, s'appelait la Galerie nationale. Oui. Parce que le musée collectionne la photographie depuis 1967. Et c'était grâce vraiment à la vision de
la directrice de l'époque, Jane Sutherland Boggs, mais aussi du directeur des expositions et du service d'éducation de l'époque, M. Borokoman, qui est devenu le fondateur de la collection. Parce qu'à l'époque, il y a 50 ans, la photographie n'était pas considérée comme une forme d'art à part entière. Donc, elle a énormément évolué. La photographie, en fait, elle a connu une révolution. Donc, c'était essentiellement au départ de la photographie historique, mais avec le temps, ça s'est transformé avec les tirages en couleur, avec les différents procédés également. Puis, comme vous le savez, en 2015, en 2016, on a créé l'Institut canadien de la photographie qui chapeaute, qui abrite cette belle collection-là, qui ne cesse de s'enrichir avec, maintenant, on parle de procédés de photographie en 3 dimensions. Tellement des belles choses. Oui, et donc ça, c'est à ne pas manquer cet été. C'est une exposition qui est organisée par la conservatrice principale de la photographie de l'Institut, Anne Thomas. Et d'ailleurs, ça va être sa dernière. Elle prend bientôt sa retraite après avoir passé plusieurs décennies à enrichir la collection du musée. Oui. Wow. Oui, c'est le temps de venir faire un tour cet été. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Il nous reste 1 minute. Bien, en fait, je veux encourager les gens à vraiment prendre le temps de venir nous visiter puis de le faire régulièrement. Oui, parce que je suis tout à fait d'accord. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a toujours des nouvelles choses à proposer. Puis aussi, il ne faut pas se sentir intimidé par l'art. Nous, on le fait, on présente les œuvres d'art de façon très accessible. Nous avons des guides interprètes qui font des petites rencontres de 10 minutes dans les salles d'exposition, dans les salles de la collection nationale, pour justement donner le goût aux gens de découvrir et d'apprécier les tableaux, les œuvres qu'on y retrouve. Ah, j'ai déjà hâte à ma prochaine visite. Alors, si on va sur le site web, on peut trouver les dates de toutes ces nouvelles expositions-là? Toutes les dates y sont. Puis à partir du 1er mai, nous serons ouverts jusqu'à 18 h. Parfait. Tous les jours. 18 h. Je mets ça en note. Oui. On va aller visiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, musée, c'est Beaux-Arts, beau, trait d'union, on l'a mis à l'écran, trait d'union art avec un s.ca. Les dates sont là, les expositions sont là. Que vous aimez la peinture, la photographie, le nouveau ou l'ancien, tout est là dans le musée des Beaux-Arts, dans notre superbe ville. Nous allons prendre une toute petite pause. On continue avec le musée des Beaux-Arts, avec le conservateur associé de l'art canadien, M. René Villeneuve. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je peux pas passer le corps de porte. Je voulais sacrer mon cœur, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au 2e étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre mon cœur. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me pousse en douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas, j'ai un culot dans la noirceur. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parlait justement avant la pause du Musée des Beaux-Arts du Canada. Et puis là, on va continuer la discussion, mais cette fois avec M. René Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur associé de l'art canadien. Ancien, voilà. L'art avant la Confédération, avant 1867. Incroyable. Une vaste collection qui comprend des tableaux, de la sculpture, du mobilier et une grande collection d'orfèvrerie. Des objets en argent.
En argent. En argent. Mais on ça. parle ancien. Ah, oui, voilà. Pourquoi ça vous intéresse, ça? Ça m'a piqué. Je suis tombé dedans comme Obélix, je pense, quand j'étais très jeune. Ah oui, ça hein? m'a toujours fasciné. Et Alors, plus on avance, plus ça nous intéresse. Bien, là, écoutez, ça doit faire quelques semaines, ça quelques fait années. un petit bout de temps, OK, là. c'est beau. Ménagez-moi un petit peu, là. Et puis, Mais j'ai encore la passion. Encore la passion et on arrive toujours à trouver de nouvelles choses. Ah, c'est constamment une stimulation. Plus on avance, plus on est stimulé, plus on veut poursuivre. Et plus on veut le partager. Bien, et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Alors absolument. là, en particulier, on veut parler de l'exposition Laurent Amyot. Oui. Et puis, il faut que tu nous dises, là, qui est ce monsieur Laurent Amyot? OK. C'est un nom qui n'est pas familier à la plupart des gens, mais si on travaille en art canadien, c'est un nom qui a toujours été dans l'historiographie. C'est un nom qu'on voit, les gens connaissent ses œuvres, mais c'est un petit peu vague. Alors, c'est un petit peu ce qui nous a engagés à organiser cette première rétrospective. C'est la première fois? La première fois. Il n'y en a jamais eu. OK. Son œuvre a été beaucoup exposée, mais il n'y a jamais eu de rétrospective. L'orfèvrerie, de quoi on parle? Alors, on parle d'objets principalement en argent, OK. quelques œuvres en or. Mettons un petit peu en perspective. L'orfèvrerie au 21e siècle, ça occupe plus la place centrale que ça occupait dans la vie jusqu'à peut-être à nos grands-parents. Évidemment, un mariage, qu'est-ce qu'on offrait? De l'argenterie. Qu'est-ce qu'on sortait pour la visite? L'argenterie. Oui. C'était un vecteur, c'était quelque chose d'extrêmement important au 18e, 19e, encore jusque finalement après la guerre. Amyot est une histoire absolument fabuleuse. C'est un petit garçon qui naît à Québec en 1764. OK. On remonte dans le temps, Oui, là, oui, hein? oui. Près de OK. 250 ans. Wow. Il naît à Québec. C'est le plus jeune de la famille. Il suit un peu les traces. Il s'intéresse à ce que son frère aîné fait. Il va fréquenter l'atelier et il développe finalement des aptitudes qui semblent avoir été plus que remarquables. Parce que c'est pas là la fin de l'histoire, c'est même le début. Amyot s'en va à Paris en 1782 et il passe 5 ans pour effectuer son apprentissage. Vous savez, pour nous, voyager à Paris aujourd'hui, bon, tout le monde fait un grand voyage. À l'époque, quitter Québec pour 5 ans, quand on a 18 ans, s'en aller faire son apprentissage dans une grande ville européenne, c'est tout à fait exceptionnel. Et c'était pour travailler avec l'argent. Il va faire un apprentissage, effectivement. Okay. Il va dans différents ateliers apprendre la technique, comment concevoir, comment travailler l'argent, toutes les étapes de fabrication. On ne rentrera pas dans les détails de ça ce matin. Il revient à Québec en 1787. Et je m'amuse toujours à dire, quand il revient, c'est la Révolution. Pas la Révolution qui va se passer à Paris, qui va quitter. Une révolution au niveau du goût, au niveau du style. Il propose des formes, il propose des décors qu'on n'a pas encore vus ici. Et c'est un peu pour ça qu'on l'avait envoyé se former à Paris. Okay. Il revient et tout ce qui touche, finalement, c'est de la nouveauté. Alors, je dis la Révolution, les gens courent littéralement sur le trottoir pour aller se faire des vases, des objets par Laurent Amyot. Pensez qu'à l'époque, si vous voulez vous marier, vous ne pouvez pas aller au magasin commander une alliance, chercher une alliance. Il faut que vous la commandiez. Vous allez chez l'orfèvre. Mais alors, c'est ce qu'il fait. Propose autant pour les grands seigneurs, les bourgeois. Alors, il est recherché. À ce point-ci, le mot se propage et là, il est recherché. Tout à fait. C'est un petit vite, Laurent Amyot. Il installe son atelier, il prend un petit peu de temps avant de trouver un endroit parce qu'il lui faut une forge. Quand on fait de l'orfèvrerie, c'est pas comme de la peinture. Alors, il trouve une propriété très, très bien située. Pour les gens qui connaissent la ville de Québec, il est au milieu de la côte de la montagne. Ça, c'est la côte qui part de la basse ville puis qui monte à la haute ville. OK? Tout le monde passe par là, à ce moment-là. Alors, il y a une enseigne de boutique. C'est un businessman en même temps, on peut Oui, voir. madame. Oui, madame. Il sait ça. Et juste à côté, derrière chez lui, il y a le Parlement. Alors, l'élite est là, la cathédrale est pas loin, les marchands sont à la basse ville, les commerçants. Alors, il est au centre de l'action. Tout le monde passe devant sa porte. Alors, quand on a besoin de quelque chose, où on va? Chez Laurent Amyot. Il pratique pendant 52 ans. Imaginez. Une très longue carrière. Alors, il produit dans tous les genres, comme je disais, je le suggère. Oui. Il va faire des vases pour la table, il va faire des œuvres pour l'Église, pour la cathédrale, notamment, pour les églises. Et, ce qui est fabuleux, les premières commandes qu'il reçoit, c'est de la région de Montréal, imaginez.
Alors, même pas dans sa propre ville. Il en reçoit aussi, mais tout de suite, quand je vous dis la Révolution, c'est vraiment quelqu'un là qui est remarqué immédiatement et qui est encouragé par toutes les classes de la société. Imagine, hein, ça s'est passé comme ça. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas d'affaires de médias sociaux. Hein? Non, exactement. Alors, le mot se propage autrement. Exactement. Et là, on met à l'écran quelques-uns de ses œuvres d'art. Quand je vous parle de nouveautés, voyez, regardez par exemple tous les motifs de rose qu'on voit là, ici, sur cette petite pièce d'argent, qui est une pièce en fait d'église. C'est tout à fait nouveau. Ça s'est jamais vu auparavant dans l'orfèvrerie au pays. Vous savez, quand je parle de nouveautés aussi, oui, voyez cette magnifique cafetière. Tout le monde aujourd'hui, on va au café du coin, n'est-ce pas, pour chercher un petit café à l'heure du midi ou en s'en allant. Bien, ce que vous voyez, c'est la première cafetière d'argent faite au Canada. C'est M. Amyot qui fait ça en 1796. Et c'est vraiment une des œuvres vedettes de l'exposition. Alors, ces objets-là, ça vous a été... Est-ce que c'est donné? Est-ce que c'est prêté? Comment ça fonctionne? Alors, finalement, il y a au point de départ la collection du musée. La cafetière ou la grande coupe qu'on vient de voir font partie de la collection. Mais on a des prêts qui viennent d'un peu partout au Québec, qui viennent de la Nouvelle-Écosse, de New York et même de Londres, en Angleterre. Wow. Imaginez. Alors, ces objets, ces œuvres d'art, on peut les retrouver partout au monde aujourd'hui? Absolument. On peut regarder l'exposition d'une façon esthétique. Je vous parle de nouveaux styles, de nouvelles formes, mais aussi, si on fait un petit clin d'œil, comme je suggérais, on voit une grande table bourgeoise, on voit une boucle de souliers, on se prépare pour aller au bal, on voit des grandes cérémonies telles qu'elles se déroulaient dans les églises à l'époque. On peut même assister à un lancement de navire où Lord Dalhousie, qui est le gouverneur général du Canada à ce moment-là, assiste et présente une grande pièce à l'armateur qui a commandé le navire. Alors, imaginez, c'est vraiment un voyage dans le temps. Amyot, c'est vraiment une clé, je dirais, pour aller vraiment explorer cette riche société de la période 1790-1840. Wow! Vraiment une période méconnue de l'histoire et de l'art au Canada. Non, puis je pense que, pour certains d'entre nous, souvent, moi, c'est à cause que je vous rencontre souvent, je réalise que l'art, ce n'est pas seulement que la peinture. Ce n'est pas uniquement de la peinture. On pense peinture, on pense sculpture. Écoutez, vous m'ouvrez toute grande la porte. À l'époque d'Amyot, la peinture au Canada, c'est un petit peu retardataire. La sculpture, ça fait pas... Mais pour les particuliers, c'est vraiment l'orfèvrerie. C'est une façon d'afficher son statut que de posséder des belles pièces d'argent qu'on met sur la table, qu'on met au salon. On impressionne les visiteurs, vous voyez? Wow! À quel moment est-ce qu'on peut voir cette exposition? L'exposition va ouvrir à la mi-mai, c'est-à-dire qu'on ouvre pour la fête des mères. Alors, si vous voulez faire plaisir à votre mère, vous l'amenez au musée et elle n'aura pas besoin de nettoyer l'argenterie. Juste la regarder. Juste la regarder. Juste la regarder. Et je dois expliquer, on a amené toute la famille parce qu'on a un atelier pour les jeunes qui vont pouvoir regarder, qui vont pouvoir dessiner leur propre pièce d'argenterie ou leur propre perception. Il y en a vraiment pour toute la famille. Pour toute la famille. OK, vous êtes un extraordinaire raconteur. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Ah, ça me fait plaisir de l'entendre. J'ai envie d'en savoir plus au sujet de ce fameux M. Laurent Amyot. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'assure que si on va au musée, on va en prendre davantage encore. Encore davantage. C'est juste pour vous mettre en appétit ce matin. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Merci. Alors, voilà, ça se passe au Musée des Beaux-Arts, Beau-Trait-d'Union-Art, je n'ai pas oublié de trait-d'union.ca. Mi-mai, juste à temps pour la fête des mères, de l'argenterie à regarder avec les yeux. Maintenant, nous allons prendre une petite pause et là, on va parler d'une autre sorte d'art. On va parler de l'écriture. Nous allons vous présenter 2 nouveaux livres. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons vous présenter un livre, Le quartier du musée, écrit par Michel Guittard. Bonjour Michel. Bonjour. Écoute, c'est tellement intéressant parce que, de un, il y a plein de photos, et de deux, ça parle d'un quartier qu'on connaît bien dans notre région. Le quartier du musée, et on parle de quel musée? Musée de l'Histoire. Le musée de l'Histoire. Sur la rue Laurier, oui. À Gatineau. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre-là? J'ai commencé à faire la recherche pour la ville de Hull et je suis historienne conseil. Oui. Alors, donc, j'ai eu des commandes à travers les années 90, de 1990 à 1997 pour faire des évaluations patrimoniales. Et j'ai fini par faire, en fait, cette recherche-là pour tous les bâtiments du quartier. Wow. Et lorsque Brigitte a proposé ses tours, il y a 2 ans, j'ai sauté ça d'eau parce que je savais que la construction de tours comme ça pouvait détruire un quartier dont je connaissais la valeur historique. Ouais. Alors, j'ai repris toutes les maisons, tous les dossiers de chacune des maisons et j'ai poussé la recherche pour identifier les propriétaires jusqu'à 2016 et puis ensuite aussi fouiller la recherche parce qu'il y a beaucoup d'instruments de recherche qui n'étaient pas accessibles à l'époque facilement et que là je pouvais travailler avec les sites web entre autres des archives pour les recensements etc. Alors donc j'ai repris tout ça et ça se trouve à faire une histoire de l'architecture et une histoire sociale du quartier. Et ce quartier-là a une valeur ancienne. Oui. Il y a une valeur de référence et il y a une valeur ancienne au niveau du bâti, mais aussi de l'histoire de la société de l'Outaouais, en fait, en particulier de Hull, parce que le quartier se trouve où était la première paroisse canadienne-française de Hull et la première paroisse importante. Et quand on parle de paroisse, on ne parle pas importante pour l'Outaouais. Oui. On ne parle pas seulement de l'Église comme telle ou du presbytère qui est encore dans le quartier. Okay. Bon, l'Église, évidemment, a brûlé en 1970, comme bien d'autres bâtiments. Mais c'est que autour d'une paroisse se retrouvent les commerçants, les professionnels, les gens qui sont actifs dans la société. Et alors, le quartier s'est bâti autour de ça. Et quand on fait les quadrilatères qui sont concernés par le quartier du musée, ce que j'ai identifié comme étant le quartier du musée, on retrouve toute cette histoire-là. Et donc, on retrouve... Et en fait, il y a 2 domaines. J'ai parlé des gens, mais aussi de l'architecture comme telle. Et l'architecture, on retrouve dans le quartier le type de résidence qu'on trouve dans tout l'Outaouais, des 2 côtés de la rivière. Oui. Et c'est... Dans ce sens-là, il y a une valeur énorme. Oui. Mais là, quand j'ai regardé, 53 des bâtiments de ce quartier datent d'avant 1910. Oui. Alors que 44 d'entre eux précèdent l'incendie de 1900. Parce que ça, cet incendie-là, c'était grave. C'est grave comment ça a bouleversé le quartier. Ben, non, ça n'a pas touché le quartier. Le quartier du musée... Lui était sauvé. Lui a été sauvé par un hasard, mais une chance énorme. Le vent a changé de direction et il a traversé Ottawa. Mais le quartier a été sauvé. Il y a eu un incendie très important parce que le quartier était près de l'hôtel de ville, comme il l'est toujours, d'ailleurs. Et il y a eu un feu en 1888 qui a été causé par des échevins qui a jeté son cigare et s'est tombé sur de la paille et le feu a pris et a brûlé presque tout le quartier. Il y a juste un certain nombre de maisons qui ont été sauvées. Wow. Mais la plus ancienne maison date de 1871. Puis, dans le quartier? Oui. Et puis, les maisons de la rue Notre-Dame, entre autres celle où est né Guy Sanche, notre bobino national, date de 1886-87. Alors là, ce qu'on peut voir, j'essaie d'en trouver... Oh mon Dieu, oui.
Alors, on peut voir des maisons, je vais essayer de le mettre ici comme ça, là, du quartier. Oui. Ça, ces maisons-là, elles sont encore là. Oui, elles sont toutes Alors, là. elles sont encore là. Puis là, ce que tu nous dis, c'est que ça date de... L'ensemble du quartier date d'avant 1810. C'est ça. 1910. 1910. Donc. Et la très grande partie du quartier, les maisons ont été construites avant cette période-là. Wow. Et on a Puis c'est très intéressant parce que tu as aussi une évolution de la société du quartier et où il y a eu d'abord surtout des menuisiers, on retrouve... Et c'est compréhensible parce que ça fait partie de l'histoire de la ville, parce que beaucoup de gens sont venus ici à cause des constructions du Parlement et des constructions de la ville. On rentre dans la deuxième moitié du 19e siècle, on rentre dans la période des scieries. Et donc, les gens viennent ici pour travailler dans les scieries, mais comme il y a une augmentation de la population a triplé dans l'espace moins de 50 ans. Wow. Alors, les gens venaient ici, ils s'installaient, mais là, le quartier, comme une grande partie du quartier est brûlé en 1888, bien, qu'est-ce que vous pensez? Ça a été des entrepreneurs, des menuisiers, des charpentiers. Et la génération suivante, ou très peu de temps après, ce sont des professionnels qui arrivent. Alors, on se retrouve avec des familles comme la famille Sainte-Marie qui ont tous été des professionnels. On se retrouve avec la famille Farley qui a été pharmacien très connu à Hall, et dont les enfants ont été dans les avocats et juges, etc. Est-ce que ces maisons-là en avant, qu'on peut voir, parce qu'on peut les voir encore, là, est-ce que c'est protégé, ça? Dans le moment, non. Et on a déposé une demande de citation pour conserver le quartier, mais il n'est pas encore passé, malheureusement, à la ville. Et c'est là le danger, parce que... la grosse construction des tours. Si on veut construire des tours là, on détruit, entre autres, on détruit le café Henri Burger. Oui, qui est là depuis toujours. Et on détruit les maisons qui sont derrière, dont la maison de Guy Sanche, des parents de Guy Sanche, de son grand-père qui était un des fondateurs du théâtre à Hall. Puis on ne peut pas construire des tours et tout de suite détruire, en fait... les maisons aux côtés, ils ne pourront plus vivre. Non. Il y a des familles qui habitent là. Il ne faut pas oublier. Oui, parce que là, elles sont encore habitées, ces maisons-là. Là. Elles sont là, elles sont habitées. Et il y a plusieurs jeunes familles qui sont là, puis qui sont là depuis déjà un bon bout de temps. Et l'autre chose qui est intéressante du quartier aussi, c'est qu'il y a des propriétaires actuels dont la famille a construit la maison. Fait qu'ils sont là depuis plus de 100 ans. C'est tellement intéressant. Écoute, on pourrait se parler encore super longtemps. J'invite les gens à acheter le livre. Merci beaucoup, Madame Guitard. C'est tellement intéressant. Oui. Allez vous procurer ce livre, Le quartier du musée. Vous voulez dire quelque chose? Oui, il va y avoir le lancement officiel du livre lundi prochain, le 26, à la Maison du Citoyen. Parfait. À 18h. Maison du Citoyen, 18h. Oui. Parfait, je n'ai pas oublié de dire ça. Alors, lancement officiel, lundi, le 26, Maison du Citoyen, à 18h. Le livre s'intitule Le quartier du musée. Plein de belles photos, plein d'histoires de notre région. Merci beaucoup. Ça va prendre une petite pause. Et là, c'est un autre livre, Le quartier du musée, Histoire et architecture. Bougez pas, on vient dans un petit moment. Chemin, moi sombre, elle sait où elle s'en va. Elle a l'envie de regarder derrière, elle a mis de côté toute sa misère. Où elle sait où elle s'en va. Les jours qui semblent pareils s'envolent en un instant. Yeah.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler d'un autre livre, Ottawa, lieu de vie français, avec l'auteur Anne Gilbert. Vous étiez plusieurs auteurs. Oui. Bonjour, Madame Gilbert. Bonjour. Alors, vous étiez plusieurs à faire des recherches et à compléter ce livre. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce... Parce que c'est pas un roman, c'est vraiment un livre où on peut apprendre des choses. Oui, bien en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est raconter l'histoire d'Ottawa du point de vue des francophones. Il existe des histoires de l'Ontario français, très bien documentées, qui ont été construites par des collègues historiens, mais aussi avec l'aide de politologues, sociologues. Mais cette histoire-là, elle est souvent un peu décontextualisée. Elle raconte l'histoire d'une communauté qui s'étend à l'échelle d'une province, dont les conditions de vie varient beaucoup d'un milieu à l'autre. Nous, on s'est dit, les conditions à Ottawa ont été très particulières. Et il faut explorer ce qu'elles avaient de particulier et comment elles ont aidé la communauté à se construire un milieu de vie. Ottawa, c'est la capitale, on le sait très bien. Mais le fait que c'est capitale, c'est que c'est une ville qui a attiré un lot d'intellectuels, de personnes lettrées, qui arrivaient de Montréal, Québec, et qui arrivaient avec des attentes. Ils étaient habitués à avoir un certain nombre d'institutions culturelles. La capitale a attiré tout au long de son histoire une élite faite de journalistes, de traducteurs. Alors, et ça se continue même aujourd'hui. Depuis les années 60, la fonction publique est devenue bilingue. Ça attire des francophones de partout au pays. Alors, il y a ici quelque chose de particulier. La francophonie, elle était extrêmement bien outillée pour se donner un milieu de vie. Puis le fait que ce soit la frontière aussi, il ne faut pas nier l'importance de ce déplacement quotidien de centaines, de milliers de francophones qui viennent travailler à Ottawa et qui alimentent la vie culturelle d'Ottawa. Est-ce qu'il y a toujours eu des francophones à Ottawa? Oui, il y a des francophones depuis les tout débuts. Les francophones se sont donnés des quartiers bien à eux. Et un des éléments sur lequel on insiste beaucoup dans le livre, c'est comment ces milieux ont été transformés dans les années 60. Vous savez, la rénovation urbaine, c'est quelque chose qui a affecté toutes les grandes villes du continent. Mais ici, on l'a particulièrement vécu de façon tragique chez les francophones. On a exproprié des milliers de familles, autant à la Basse-Ville que sur les plaines de Le Breton, ce qui a amené les gens à devoir d'abord se battre pour conserver leur milieu de vie, mais aussi rebâtir leur communauté ailleurs. Pourquoi ça? Je trouve ça tellement intéressant parce que, de un, je suis pas d'ici. Je suis arrivée ici adolescente. Alors, ça fait quand même très longtemps, là, parce que j'ai pas 20 ans, mais quand même. Je sais pas pourquoi, à l'école, j'ai jamais appris ça, moi, qu'on avait exproprié les gens à la Basse-Ville et à Le Breton, l'endroit de Le Breton. Pourquoi on avait fait ça? On a exproprié les gens parce qu'en fait, leur logement était souvent qualifié comme pas aussi salubre qu'on le souhaitait. C'était pas... Vous savez, la capitale, on voulait qu'elle soit belle, qu'elle reflète un pays prospère. Alors, dans les années 50-60, on a voulu la moderniser. Et le problème, c'est que les quartiers qui entouraient le Parlement, c'était là les quartiers francophones traditionnels. Et souvent, c'était pas des quartiers qui offraient la meilleure image de ce qu'était la capitale. Alors, je pense que c'est pas parce que c'était des francophones qui les habitaient, mais on a voulu changer ces quartiers-là. Quelquefois, des gens ont dit que, et c'est encore une thèse qui rampe, qui a fait peut-être un complot contre les francophones. J'irai peut-être pas jusque-là, mais il y a eu cet hasard malheureux qui a fait que ce sont les quartiers francophones qui ont été changés. Mais il n'y a pas eu juste du mauvais de tout ça. Les francophones ont appris les rudiments de l'urbanisme. On a appris à comprendre comment un milieu de vie se transformait pour se rapprocher de la conversation que vous avez eue avec Mme Guittard il y a quelques minutes. Les francophones d'Ottawa ont appris à se défendre. Ils ont appris à évaluer les meilleures stratégies possibles pour se donner une ville à leur image. Alors, ce livre-là raconte en grande partie toute cette prise de contrôle, en fait, sur son milieu de vie. On parle aussi, parce que c'est pas juste un livre sur l'histoire ancienne, il y a les années 60-70 qui ont été très importantes, à la fois au plan urbanistique, mais de façon plus générale. Mais on parle aussi de l'histoire récente. Peut-être que vous avez observé le long de la rue Rideau, depuis quelques années, autour de la rue Dalhousie, la construction d'immenses tours de logements. Bien, cette partie-là de la Basse-Ville, elle était aussi très francophone historiquement. C'était à 80% francophone il y a à peine 30 ans. Mais aujourd'hui,
cet ajout de nouveaux types de logements fait en sorte que la population se transforme. Aujourd'hui, il y a peut-être 15-20 de la population de la Basse-Ville-Ouest qui est encore francophone. Alors, ça amène tout un changement dans les façons d'être en communauté. Et il y a un chapitre qui traite de ça. Il y a un chapitre qui traite aussi des revendications patrimoniales, parce qu'en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que ces milieux-là ont été transformés, mais on souhaiterait, les associations francophones, les associations de résidents du quartier, souhaiteraient que cette mémoire-là ne soit pas oubliée. Oui. Alors, il y a un chapitre qui traite de la revendication patrimoniale dans 3 quartiers, Plaine-le-Breton, Basse-Ville et aussi à Vanier. Et l'auteur, un de mes collègues, Kenza Benali, insiste pour parler d'une dette de justice envers les francophones en reconnaissant leur patrimoine. Oui. Là, je ne vous parle que de la section peut-être plus sur les milieux de vie, les quartiers. Moi, je suis géographe, c'est mon penchant qui m'amène là, mais il y a aussi une section importante du livre sur la vie culturelle, la vie associative, comment les associations ont pris naissance et comment surtout elles se sont transformées dans les années 60, 70, 80, sous l'impulsion d'une jeunesse qui était beaucoup plus ambitieuse, qui apprenait ailleurs que la société pouvait fonctionner autrement. Et bien sûr, il y a toute une portion du livre, la dernière partie, qui porte sur la présence des francophones à l'Hôtel de Ville, la lutte pour les services en français à l'Hôtel de Ville. C'est pas récent, d'il y a 1 ou 2 ans, c'est depuis les années 70 que cette lutte-là... Ce que je retiens de notre conversation, c'est la lutte, on la vit encore aujourd'hui. Je sais que ça fait quand même 20 ans, mais l'hôpital Montfort, c'est la grande lutte de notre temps, si on veut, pour les francophones. Mais ça me rappelle que ça fait longtemps que les francophones veulent tenir leur place. Oui, veulent occuper la place. Oui, on mérite d'être ici, on veut occuper notre place, égal à vous. Pas plus, pas moins, égal à vous. Oui, et je pense que le fait de retourner à l'histoire nous apprend qu'il y a des éléments qui peuvent être utiles pour les luttes d'aujourd'hui. Oui. Il y a des éléments aussi qui ne sont pas différents. Les argumentaires sont les mêmes, les pressions sont les mêmes. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre, qu'on soit individu ou membre d'organisme, de notre histoire. Oui. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Bien, c'est un livre qui est publié par les presses de l'Université d'Ottawa, qui a un énorme réseau de diffusion. On peut le retrouver dans les librairies. Toutes les bonnes librairies. On peut le commander sur Internet. Il y a des versions électroniques, parce que de plus en plus, les gens lisent sur leur tablette. Oui. Et ce genre d'ouvrage, il est intéressant à avoir dans une bibliothèque parce que c'est un ouvrage de référence. Oui. Mais il peut être aussi intéressant à avoir sur une tablette parce qu'on peut lire différents chapitres quand on a besoin de se documenter sur l'histoire récente et plus ancienne de la francophonie d'Ottawa. À Ottawa. Merci beaucoup. Tellement intéressant encore. C'est trop court, 8 minutes. J'aimerais tellement savoir davantage. Merci beaucoup. Alors, le livre, on l'a mis à l'écran à quelques reprises. Ottawa, lieu de vie français. Toutes les bonnes librairies, c'est là qu'on peut le retrouver. Ou bien au presse.uottawa.ca, presse avec un S. Maintenant, nous allons prendre une autre pause et à notre tour, nous allons discuter avec une stagiaire, une étudiante ici, à TV Rogers. Elle va nous parler un peu de son expérience. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je me lève un matin, on est en 2020, ça faisait longtemps que j'avais dormi autant. J'allume la radio pour la météo, on m'annonce tout bas que c'est le combat de combat, c'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse, yeah! J'ai été dehors se mettre à manger le chlore dans un lac qui déclore d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo médias. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait mon mieux. Fait prêt en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le croquette au garage. Puis durant les fêtes, je fais du recyclage. J'ai l'apocalypse.
l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. Let's go! C'est l'apocalypse. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, ici à Rogers, ça nous prend des gens pour nous aider, des bénévoles si on veut, pour opérer les caméras et tout ce qui se passe autour. Et bien, aujourd'hui, Claude Andrea Boni, tu fais partie de notre équipe. Oui. C'est un stage que tu fais ici. Oui, c'est un stage que je fais ici, un stage de 6 semaines. D'accord. Par rapport à ce que tu fais à la Cité. Oui. OK. Je suis étudiante en relations publiques à la Cité. Je tiens à signaler que la Cité, c'est le plus grand collège d'art appliqué et de technologie de langue française en Ontario. Donc, j'ai bien choisi mon collège. Ah oui, hein? Alors, comment tu trouves ton expérience à la Cité comme telle? C'est ta première année, deuxième? T'es rendue? Là, je suis pratiquement à la fin. Là, je suis en train de tendre vers la fin. Je suis en relations publiques. Mon expérience à la Cité, comme je le dis à qui veut l'entendre, c'est une expérience passionnante. Parce que c'est la première fois que je vais en cours et que je me sens dans mon élément. C'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je veux. Parce que toutes les autres fois où je partais à l'école, c'était correct, mais là, je crois que je suis à la bonne place. Extraordinaire. Alors, par rapport à tes cours, il y a un stage qui s'offre, qu'on t'offrait à faire ici à Rogers. Alors, qu'est-ce que tu fais ici avec nous? Moi, je le sais, là, mais qu'est-ce que tu dis aux gens? Qu'est-ce que tu fais ici? Déjà, je suis en régie de plateau. Je m'occupe aussi des reportages. Je peux m'occuper aussi des entrevues, essayer de savoir un peu qu'est-ce qui va se dire en entrevue. Je suis un peu le producteur un peu partout dans les reportages pour essayer de prendre des notes avec les journalistes, pour essayer de, moi aussi, acquérir certaines connaissances. Et je trouve ça vraiment passionnant parce que j'aime beaucoup le monde de l'audiovisuel. Alors, à la fin de tout ça, là, une fois que tu auras terminé tes études à la Cité et ton stage ici dans 6 semaines, où te vois-tu? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Rester à vos côtés pour apprendre encore davantage. Ah, ben là, on dirait pas non! Mais j'aimerais plutôt travailler, pourquoi pas dans le social. Pourquoi pas dans le social, parce que j'aime beaucoup le monde. Oui. Mais je vais essayer de trouver le moyen de lier et social et audiovisuel. Je vais essayer de réfléchir à ça. Pour l'instant, je ne suis pas tellement figée, mais je vais réfléchir à ça. Ah, il reste encore un petit peu de temps. Oui, un peu de temps. Alors, j'adore que tu aimes ton expérience avec la Cité. Tu en parles très bien. Il y a un autre événement qui s'est passé auquel tu as participé. Épelle-moi Canada. Qu'est-ce que c'est? Épelle-moi Canada, c'est un projet mis en place par une enseignante, Madame Dorine Tchemeleux. J'ai été bénévole pour cet événement-là à 2 reprises et je me suis rendu compte que c'est quelque chose à saluer parce que c'est un événement qui permet de promouvoir le français, qui permet aussi de valoriser la langue française. Et c'était quelque chose de wow pour moi parce que c'est des tout petits de 6 à 14 ans qui t'épellent des mots que je suis censée connaître que je connais pas. Wow! Pourtant, alors, c'est un peu comme, on dit en anglais, là, on dit un spelling bee. Exactement. C'est la retranscription en langue française. Donc, c'est un événement auquel je participe depuis 2 ans en tant que bénévole. Et j'ai vraiment aimé ça toutes les fois où j'ai fait ça parce que... On peut voir des belles photos à l'écran. Alors, ça s'est passé ici à Ottawa, ça? Oui, parce que ça, c'était à Orléans. C'était l'épisode d'Orléans, parce qu'il y a Orléans, Vanier et Rockland. Alors, ça se promène dans différents quartiers de la ville. Exactement. Donc, j'invite tous les parents, si possible, à pouvoir participer à cet événement. Là, c'est bouclé. Je dirais pour l'année prochaine, ce serait bien de laisser les tout petits participer, parce que ça leur apprend beaucoup. On a pratiquement 400 mots à apprendre, donc... Puis c'est... oui, attends, là, c'est de quel âge à quel âge, tu as dit? Entre 6 et 14 ans. 6 à 14? Oui. Et puis là, on donne les mots à apprendre à l'avance? Oui, ils sont préparés à l'avance. Ils ont pratiquement 400 mots à apprendre. Wow! C'est beaucoup. Apprendre à épeler. J'imagine que ça aide si on sait ce que veut dire le mot aussi. Exactement. Il faut connaître le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe et plein d'affaires comme ça. Donc, c'est des enfants vraiment courageux parce que moi, là, je pourrais pas. Et toi, attends, tu as participé à ça en quelle façon? Tu n'as pas participé au concours comme tel? En tant que bénévole. OK, bénévole. Oui, ce projet-là ou cet événement-là permet aux enfants à apprendre la résilience. Donc, il y en a qui ont peut-être des mots ou peut-être qui sont un peu déçus, ben, il faut les accompagner, les consoler si possible et puis, bon, les encourager à revenir, ce genre de trucs-là. Et ils apprennent beaucoup aussi en matière de politesse parce que demander aussi avec politesse, par exemple, au jury, excusez-moi, j'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez répéter? Donc, c'est plein de valeurs que les enfants apprennent en plus du vocabulaire et de la grammaire. Alors, quand on donne à un enfant un mot à épeler, est-ce qu'il a une seule chance?
Il a une seule chance. Oui, je dirais qu'il a une seule chance, mais il a l'occasion de demander « Excusez-moi, j'ai pas bien compris » pour être sûr de ce qu'il va dire. Donc, on lui donne la chance d'avoir tout le mot, le sens du mot, l'insérer dans une phrase avant qu'il le dise. Donc, et puis, est-ce qu'il y a une minuterie? Est-ce qu'il y a seulement quelques secondes? Il prend tout son temps. Alors, le jeune peut prendre tout son temps? Il prend tout son temps pour réfléchir et répondre. Oh, ça semble tellement intéressant. Ouais. Puis là, c'est terminé pour cette année? Oui, oui. Il va falloir attendre l'année prochaine parce qu'ils sont encore en tournée. OK. Je te garde avec moi. On va continuer après la pause. Okay. D'accord? Restez avec nous. On va regarder entre nous. On revient dans un petit moment. Cette semaine à l'émission, on va faire un tour en France. On va y faire des cuisses de grenouille, des carreaux d'agneau avec sa ratatouille et puis on finit ça avec une mousse aux framboises. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bas jaune. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Est-ce que les entreprises franchisées ont leur place sur les campus universitaires? Et donc, devrions-nous les bannir? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Claude Andrea Bonny, toujours avec moi, stagiaire ici à TV Rogers. Ça fait déjà une semaine, quelques jours. Une semaine et un tout petit peu, puis t'en restes 5 à peu près, là, semaines à compléter. Jusqu'à date, ça te va? Ça me va, parfaitement. Mais nous aussi, ça nous va très bien parce que tu fais très bien ton travail ici. Tout ce que tu dois accomplir, là, tu le fais vraiment. Merci beaucoup. Tu le fais vraiment très bien. On parlait de Épelle-moi Canada. On veut mentionner le site web épelle-moi-canada.ca. Exactement. Et les gens, les parents ou les jeunes peuvent aller voir pour peut-être s'inscrire pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, oui. Alors toi, là, l'école est presque finie, là. Tu as envoyé un message à tes profs? Oui, je les embrasse très fort et vraiment merci pour l'expérience que j'ai pu apprendre là-bas avec eux. C'est le fun d'entendre des jeunes dire qu'ils aiment leur expérience à l'école. Oui. Surtout quand on est dans la bonne voie. Je pense que quand on est dans la bonne voie, c'est là qu'on aime ce qu'on fait à l'école. C'est quand on n'est pas dans la bonne voie que c'est un petit peu moins le fun. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ben écoute, bienvenue à Rogers. Merci au cas où quelqu'un ne te l'a pas dit à l'avance. Il nous reste 5 semaines ensemble, on va en profiter. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude Andrea. Demain, écoutez, on va parler avec auteur, compositeur, interprète Mélissa Ouimet. J'ai déjà mes billets pour son concert du 6 avril. Michel Prévost revient nous voir, on est très contents. Et on se dans la cuisine avec Marc Miron. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out
In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.